Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à Changé, dans cette belle salle des Rondines. C'était déjà il y a un an, la deuxième édition. Ce soir donc, troisième édition des remises des trophées La Mayenne Innove, un événement, vous le savez, organisé par Ouest France Entreprises. Un mot d'abord sur les réseaux sociaux, pour vous dire que vous pouvez tweeter, ne vous gênez pas, toute la soirée avec le hashtag La Mayenne Innove, et pour accéder donc à Internet, un identifiant HappyProd et un mot de passe 4645. On vous le remettra plusieurs fois dans la soirée. Un mot également sur les partenaires sans qui évidemment cette soirée n'aurait pu avoir lieu. Ils nous soutiennent depuis 3 ans maintenant. Je vais les citer: la Mayenne, le département, le Crédit Agricole Anjoumen, le village Baïséa, c'est le Crédit Agricole également, BPI France, Harmonie Mutuelle, Mayenne Communauté, Laval Économie, Laval Aglo, le groupe Actual, EY, la CCI de la Mayenne, Initiative Mayenne, Réseau Entreprendre, Wedding, Bouge ta boîte et Laval Métropole, Laval Mayenne Technopole. Oh. Vous commencez pas, hein? Bon. Allez, dans un instant, donc, la remise des trophées avec 6 prix, dont le prix du public, ça sera à la fin. Mais avant de procéder à la remise de ces prix, je vais demander à plusieurs personnes de venir sur scène, nous dire quelques mots d'accueil, quelques mots pour inaugurer cette soirée événement. Et on va commencer avec Alan Leblois, l'un des piliers de la Mayenne Innove. Il est directeur départemental de Ouest France. Alan? Oui. Oui, mais j'arrive pas. Alors, un micro, non, je pense que c'est là-bas que ça se règle. Bienvenue, Alan. Peut-être un mot sur le cru de cette année. Je ne parle pas du Beaujolais, mais de la Mayenne Innove. Nous en sommes à la 3e édition. On célébrait la semaine dernière les 75 ans du journal. Là, on célèbre la 3e édition de la Mayenne Innove. 3 ans, on est encore là, on est bien présent, et puis c'est une très très belle édition, on en est très fiers. D'abord, on vous remercie, toutes les entreprises qui ont participé, encore une fois cette année. On a eu 43 dossiers inscrits, on a encore battu un record cette année. C'était plus que l'année dernière, donc. Mais oui, plus parce que là, cette fois-ci, on a 43 entreprises qui ont déposé un dossier. Un mot justement c'est la 3e édition, sur les primés. Est-ce que ça leur sert à quelque chose, finalement, d'être lauréat de la Mayenne Innove? Alors, au bout de 3 ans, l'avantage, c'est qu'on commence à avoir un retour. Et le retour qu'on a, c'est que, d'abord, on est très heureux, puisque le jury, depuis la première édition, les entreprises qui ont été primées, celles qui démarraient leur activité, ont connu un surcroît d'activité après l'édition. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé dans le jury, qu'on a décerné des prix à des entreprises qui émergeaient. Et certaines ont connu des développements vraiment majeurs là, récemment. Je pense notamment à Mélanie Perron avec l'effet papillon. Je pense à Cyproven et son incroyable drone marin, MP3 PLV. Lady Amherst avec ses bijoux, vous voyez, dans des domaines bien différents. Mais tout simplement parce que je pense qu'aussi c'est une visibilité, la Mayenne Innove, et c'est aussi notre rôle au journal et à Ouest France Entreprises de mettre en avant ces entreprises qui se bougent dans les territoires de la Mayenne, pour montrer que la Mayenne, c'est une terre d'innovation. Alors, terre d'innovation, les trophées, c'est une tradition. Il y a à chaque édition un parrain ou une marraine. Cette année, c'est une marraine. On peut la présenter, on va l'accueillir dans un instant, mais avant cela, vous pouvez nous dire qui c'est? Nolwenn Fèvre, qui a créé les petits doudous. Je pense que vous connaissez tous. On a une antenne des petits doudous qui a été fondée à Mayenne d'ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment une innovation. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Mélanie Perron, c'est-à-dire de créer à partir d'un constat. Là, c'est le constat que dans un service de pédiatrie, des enfants étaient en souffrance, d'apporter un service complémentaire et d'améliorer la vie de ces patients, ces jeunes patients. Et voilà pourquoi on a décidé, en plus c'est une femme, c'est formidable qu'on puisse avoir une marraine encore une fois cette année. Et on a décidé avec Elisabeth Bureau de Ouest France Entreprises de la convaincre d'être notre marraine cette année. Elle a accepté
tout de suite et on est très fiers de l'accueillir ici. Voilà, et on pense également à Elisabeth Bureau, justement, de West France Entreprises, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. On a une petite pensée pour elle quand même. On pense bien fort. Alors, avant d'accueillir une femme, on va accueillir deux autres hommes, en l'occurrence François Zocchetto et Xavier Dubourg. Merci à eux de les accueillir comme il se doit. Alors, Monsieur Zocchetto, président de l'agglomération. Un mot peut-être sur cette soirée. C'est une banalité de le dire, mais Laval, c'est une terre d'innovation. Merci à West France Entreprises de nous réunir ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vous remercie vraiment parce que souvent, on parle de notre territoire, la Mayenne ou Laval, comme étant le lieu du cadre de vie, de la douceur de vivre, des relations humaines qui sont agréables. Mais on oublie de dire une chose, c'est que s'il y a un développement économique tel que celui que nous connaissons, avec en particulier des chiffres sur l'emploi qui sont particulièrement favorables, eh bien c'est parce que la Mayenne et parce que Laval en particulier est une terre d'innovation. Alors quand on parle d'innovation à Laval, évidemment on ne peut s'empêcher de penser à la réalité virtuelle. Vous me disiez, quand je vous ai eu la semaine dernière pour préparer cet entretien, que vous souhaitiez que Laval devienne la capitale de la réalité virtuelle. Je souhaite que Laval se développe comme capitale de la réalité virtuelle, car nous sommes la capitale de la réalité virtuelle et augmentée. C'est quelque chose qu'on ne sait pas suffisamment, parce que nous doutons parfois de nous-mêmes et nous hésitons à dire que nous sommes la capitale mondiale de la réalité virtuelle. Pourtant, c'est vrai. Et je crois que le Laval Virtual Center, toutes les équipes qui travaillent dans ce domaine tirent vers le haut le domaine de l'innovation, de la recherche, avec les établissements d'enseignement supérieur qui sont autour, avec toutes ces entreprises qui ont développé des centres de recherche ici. Un mot sur le haut débit. Où est-ce que vous en êtes dans la couverture au débit de la métropole? C'est très simple. La ville de Laval est totalement couverte en très haut débit depuis la semaine dernière. Et l'agglomération est au-delà des 95%, donc c'est quasiment terminé. Ce qui a fait dire à certains de vos collègues, vendredi dernier, que nous étions la première ville du Grand Ouest à être totalement connectée très haut débit. Alors on ne va pas faire une thèse sur l'économie lavalloise, bien que ça soit très intéressant, on n'a pas forcément le temps. On va peut-être juste rappeler que l'économie lavalloise, je dirais même presque mayonnaise, c'est un mix entre des gros poids lourds et puis un tissu, un écosystème de start-up, de petites entreprises justement qui innovent. Oui, l'économie lavalloise, c'est aussi un mix entre les entreprises patrimoniales très fortement enracinées sur leur territoire, avec des dirigeants qui sont identifiables et des dirigeants qui ne craignent pas de réinvestir des sommes importantes localement. Et c'est la rencontre de ces personnes-là avec aussi des personnes innovantes qui viennent de l'extérieur, qui développent des métiers nouveaux. Merci François Zocchetto d'être venu nous donner votre impression et quelques mots sur l'économie de Laval. Pour parler d'économie de Laval, on va également parler de l'économie de la Mayenne au sens plus large. Xavier Dubourg, vous êtes le vice-président du conseil départemental. Merci d'être là également ce soir parmi nous. D'ailleurs, l'événement, ça s'appelle La Mayenne Innove, hein, c'est pas Laval Innove. Hein, je ne voudrais pas faire de dissension entre vous, mais ça concerne quand même tout le département. Donc j'imagine que c'est un événement important également pour le département. Et que l'innovation, ce n'est pas que Laval. Merci d'abord de votre invitation. Je vous prie d'excuser le président Olivier Richefou qui est dans un avion présent ce soir avec nous. Vous aurez du mal à trouver des distensions entre Laval Agglomération et le département. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Laval Agglomération est la locomotive du département et le département est une globalité, un territoire qui respire ensemble et qui doit avancer ensemble. Pas l'un après l'autre, l'un avec l'autre. Et c'est extrêmement important. Alors oui, la Mayenne innove et la Mayenne est une terre d'innovation à tout point de vue, y compris dans l'institution départementale, puisque pour faire face aux problématiques qu'évoquait François Zocchetto de recrutement,
le département a décidé d'offrir au territoire une marque, la marque M. Ici, on dit M comme j'aime, la Mayenne comme j'aime, et puis également d'offrir un espace aux entreprises. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises présentes ce soir, d'offrir un espace à l'extérieur de visibilité et de travail dans la tour Montparnasse, et c'est aussi une forme d'innovation de l'institution départementale, de sortir un petit peu d'une communication traditionnelle, institutionnelle, pour donner une marque au territoire. Elle est déjà appropriée par la Fédération des boulangers pâtissiers et par un certain nombre d'entreprises, et on espère qu'elle sera de plus en plus reprise pour porter l'innovation du département à l'extérieur. Quand vous parlez de l'espace Tour Montparnasse, ça se passe comment? Faut y adhérer C'est très simple. Les entreprises peuvent en ligne commander leur carte d'accès, réserver des salles de travail, des bureaux, mais il y a aussi un espace de coworking lorsque on se déplace à Paris et qu'on a une heure en attendant un train. Et ben on a un lieu à Montparnasse où on peut travailler, où on peut faire venir pour des rendez-vous d'affaires un certain nombre de partenaires, et c'est aussi un lieu où la Mayenne s'expose. Il y a des expositions d'art, il y a des expositions de mise en avant du territoire et des territoires, puisque ce travail est fait avec l'ensemble des EPCI de la Mayenne. Un mot et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est important de le préciser. Un mot juste sur l'innovation. Vous me disiez, mais l'innovation, ce n'est pas que du techno, ce n'est pas que du numérique, c'est beaucoup plus large que ça. Pendant très longtemps, quand on pensait innovation, on pensait start-up. C'est ce qui est fait à Laval Mayenne Technopole, le dernier logo que vous avez cité. Oui, que j'ai bien cité. Dont j'ai le plaisir et la chance d'être le président. Donc c'est sympa de le rappeler. C'est très sympa de le rappeler, je saurais m'en souvenir. Mais l'innovation, elle est forcément pas que technologique. On connaît un certain nombre de ruptures technologiques qui provoquent l'innovation. Mais l'innovation, elle est aussi dans les services. On sait bien que demain, si les commerces de centre-ville n'innovent pas, si les commerces de centre-bourg dans nos villages mayennais n'innovent pas, ben ce sera difficile. Il faut faire du commerce autrement. Donc il faut de l'innovation de commerce, il faut de l'innovation de services, il faut de l'innovation dans les modes de recrutement, parce que aujourd'hui un jeune qui rentre sur le marché du travail, ben, il n'attend pas forcément un entretien de recrutement classique comme on a pu le connaître, ou les générations précédentes ont pu le connaître. Donc l'innovation, elle porte sur tous les aspects de la vie de l'entreprise et des collectivités, parce que nos collectivités, elles ont aussi besoin d'innover pour rendre le juste service aux habitants. Alors évidemment, dès qu'on parle d'entreprise, c'est la moindre des choses d'être ici, donc il y a énormément d'événements, il n'y en aura jamais assez. Donc, et encore, on voit une salle pleine, donc ça prouve qu'on peut répondre. Je crois que c'est extrêmement important qu'on parle de l'entreprise, des créateurs. François Zocchetto l'a rappelé, la Mayenne, alors on n'est pas les seuls, mais c'est un des territoires en France où on a plus d'entreprises avec des patrons, pas des cadres dirigeants, des patrons, ceux qui hypothèquent leur maison, ceux qui risquent, ceux qui investissent sur leur nom, ceux qui, quand ça va un peu moins bien, courbent le dos, réinvestissent, font de la formation et sauvegardent l'emploi et innovent en permanence. Et l'innovation, c'est simple, hein, ceux qui n'innovent pas disparaissent. Donc l'innovation, c'est chaque jour, tous les jours, et dans tous les plans. On a parlé tout à l'heure de start-up, mais Xavier l'a rappelé, c'est aussi l'innovation dans chaque entreprise, dans chaque PME. Même l'auto-entrepreneur doit se remettre en question. Et sur tout le territoire. Et évidemment, alors ça a été rappelé, j'aime bien, et évidemment en ce moment on a cette chance inouïe d'avoir un alignement des planètes et d'avoir pour nous entrepreneurs, c'est du pain béni, c'est comme ça, on le sait bien en fonction des périodes, des époques. J'ai moi la chance de ne pas faire de politique, donc ce métier est difficile, il faut respecter les gens qui s'engagent et on ne peut que pousser les gens qui vont s'engager demain et les respecter. C'est tellement facile de critiquer, c'est à la portée de n'importe quel couillon, mais d'aider les gens à prendre des responsabilités et il faut vraiment les aider. Et on a cette chance aujourd'hui, profitons-en, d'avoir des collectivités qui sont compatibles, qui ont
Une qui vision bossent partagée. ensemble. Et pour nous, entrepreneurs, c'est très important parce que j'ai connu des époques où on dépensait avec pourtant des gens aussi compétents, mais on dépensait de plus d'énergie pour les convaincre parce qu'il y a des fois ces clivages politiques ou ces guéguerres. Voilà. Donc il faut savoir le dire. Aujourd'hui, l'économie est ce qu'elle est, mais on a cette chance en Mayenne d'avoir des femmes et des hommes raisonnables politiquement et qui font qu'on dépense nous moins d'énergie négative et qu'on peut faire avancer les dossiers concrètement. Et ça, il faut le souligner, et ça s'applaudit. Vous avez vu, je vous fais applaudir, mesdames, messieurs, les politiques. C'est pas fort, ça? Je vais vous laisser. Formidable, très bien. Allez, on va présenter le jury. Le jury. Donc, c'est un jury de 15 membres. Avec, et c'est important de signaler, Gaël, une voix, donc aucun membre du jury n'avait plus de points que l'autre, donc c'est bien. Même si certains ont essayé. Hein. Oui, je sais pas. Non. Alors moi, je n'y étais pas, donc j'ai cette grande chance d'avoir cette neutralité. Allez, on va les citer. Évidemment, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai salué Pascal Lyon du groupe Actual. Gaëtan Rollo de Bouge ta boîte. Laurent Van Nifteric de BPI France. Très bien. Jean-Luc Gressier de la Cécile de la Mayenne. Bernard Martinier d'IY. Sébastien Rondeau de la Royaume Mutuelle. Karine Fortin d'Initiative Mayenne. Régine Rivière de Laval Économie. Allez, Vladimir Chabrin du village Baïséa, j'espère que je n'écorche pas son nom. Très bien, je vais faire l'autre parce que comme oui, c'est bien de faire le Sandrine Hélène Trouillard de Laval Bailly Technopole. Ça va devenir le gag de la soirée. Voilà, on poursuit avec Pierrick Tranchevent de Mayenne Communauté. Un petit nouveau qui fait ses armes, mais un petit gars qui avance bien, Alain Blois de Ouest France. Oui, c'est un bon petit gars. Carole Aubry de Précom, service aux collectivités et collectivités. Voilà, toujours de Précom, Franck Dévaux. Et puis Marc Mousset du réseau Entreprendre. Voilà, un jury qui s'est réuni il y a quelques semaines. C'est la photo qu'on voyait tout à l'heure dans les locaux de Ouest France, sur le plateau de la rédaction à Rennes, et qui ont délibéré, étudié chacun des dossiers pour désigner les lauréats dont on va découvrir les noms dans un instant. Merci Patrick Degnaud. Merci. Gaël. Et on peut vous applaudir. Alors il y avait un jury, mais il y avait également une marraine, on en parlait tout à l'heure, et donc j'ai demandé à Nolwenn Fèvre de venir me rejoindre. C'est la présidente de l'association Les Petits Doudous. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle fait un travail absolument remarquable. Alors, bienvenue Nolwenn. Alors, je précise tout de suite, Nolwenn n'est pas mayonnaise, elle est rennaise, ce qui n'est pas une tare. C'est un Rennais qui le dit. On ne va pas présenter les petits doudous, on le présentera tout à l'heure, l'association et la société que vous avez d'ailleurs créée également pour développer économiquement, j'allais dire, l'association. Mais peut-être juste quand même un mot de présentation très rapide sur c'est quoi cette association. Alan en a dit un petit mot, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'association que vous avez montée il y a maintenant? Alors en 2000, je suis pas sûre que ça fonctionne. Si, ça fonctionne. On a créé la première association des petits doudous en 2011 à Rennes. Et donc c'est une association de soignants. Moi je suis infirmière anesthésiste au CHU. Et c'est comment agir pour améliorer la prise en charge des enfants et comment effectivement en tant que personne et acteur de cette entreprise qui est un CHU, comment on peut agir pour innover, faire autrement, simplement. Et ça a été la raison de la création de cette première association, de juste offrir des doudous aux enfants. Combien d'associations aujourd'hui en France? Alors depuis hier, on est 68. 68 associations sur le territoire et dans les territoires d'outre-mer. À chaque fois dans une association dans un hôpital. Dans un hôpital. Voilà. C'est les soignants qui se mobilisent et qui ont envie à leur tour de créer, de mettre en place ce modèle aujourd'hui dans leur établissement. Alors modèle dont on parlera tout à l'heure. Votre rôle de marraine, comment est-ce que vous l'avez pris quand on est venu vous chercher? Comment est-ce que vous avez réagi? Déjà, je suis très fière. C'est la première fois que je suis marraine d'un tel événement que je connaissais effectivement à Rennes. On regarde évidemment Laval Virtual et tout ce qui se passe en Mayenne. Je suis d'autant plus fière aujourd'hui d'être avec mon collègue des petits doudous de Mayenne, donc ça a du sens aussi. Et puis, innover, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et il faut innover. Et c'est aussi un mot qui est assez synonyme de oser. On n'ose pas, et quand on est des femmes encore moins, je pense.
et oser tenter des projets, se lancer, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner finalement, et innover, ça fait partie des changements. Du positif aussi, et j'ai bien aimé tout ce qu'on a entendu, c'est de se dire l'hôpital, on peut en parler, hein, on en parle beaucoup et on va en parler parce que ça ne va pas forcément très bien, mais c'est aussi de se dire qu'il y a des bonnes initiatives et que ça peut changer, surtout si les soignants de l'intérieur se mobilisent. Donc oui, ça me parle tout de suite et c'est pour ça que j'ai accepté. Merci Nolwenn. Je vous dis à tout à l'heure pour présenter plus en détail l'association. Merci et bel événement à tous. Merci. On peut vous applaudir. Allez, on va passer dans un instant donc, à la remise des trophées. On va faire juste d'abord un petit exercice qu'on avait déjà fait l'année dernière, mais on va le refaire, parce que je pense que vous avez un peu oublié. C'est un petit test qui servira pour la remise du prix du public à la fin de cette soirée. Alors on va faire juste un test. Vous allez envoyer via vos smartphones la réponse 1, 2 ou 3 à la question « Qu'attendez-vous de la soirée ?» Alors soit 1, découvrir des entreprises innovantes, 2, construire votre réseau, et 3, rencontrer le Père Noël. C'est très intelligent, je ne sais pas qui a... voilà. Et donc vous tapez 1, 2 ou 3 au 06 44 64 47 00. Un trophée qui, je le signale, a été conçu par 2 entreprises de Mayenne. Je vais les citer. Evolutaire, qui est une entreprise à Château-Gontier, et puis l'entreprise Babin, qui est à Saint-Berthevin, et que, bien sûr, les Mayennais connaissent bien. Voilà, c'est parti. Remise des trophées 2019, la Mayenne Neuve, avec donc le trophée numéro 1, première catégorie, nouveaux produits ou services, jeune entreprise de moins de 5 ans. Un prix remis par le Crédit Agricole Anjou-Maine, et je vais demander à Philippe Baldous, le directeur de la délégation de Mayenne, de me rejoindre. Bienvenue Philippe. Vous pouvez l'applaudir. Alors, avant de passer au prix, un petit mot quand même sur le Crédit Agricole Anjou-Maine, une question que je connais bien, pour vous accompagner dans d'autres événements. Alors l'innovation au Crédit Agricole, c'est une vraie réalité là pour le coup. Hein. Vous développez le prix de l'initiative, etc. Donc l'innovation, ça a du sens chez vous. Oui, l'innovation est effectivement dans nos gènes. Elle est à plusieurs titres, bien évidemment, parce que nous sommes évidemment une activité qui est largement impactée par ce besoin d'innovation. C'est Xavier Dubourg qui le rappelait, c'est que l'innovation ne se résume pas en final à des startups, ne se réduit pas à la technologie. Et effectivement, l'innovation est véritablement un besoin pour toutes les entreprises. Et le Crédit Agricole n'échappe pas à cette règle. On est une entreprise centenaire. Et bien évidemment, en tant qu'entreprise centenaire, c'est une innovation qui est permanente. Donc on a la chance de la vivre effectivement en interne. Et ça, c'est un élément pour nous évidemment important, puisque notre rôle, il est normal sur un territoire. Il est d'accompagner l'innovation, que ce soit la start-up, la TPE, l'ETI ou les grands groupes. Il est bien évidemment de financer et d'accompagner cette innovation, c'est essentiel. Vous avez développé tout un écosystème qu'on appelle Village by CA. Donc ce sont des regroupements de start-up que vous accompagnez, que vous logez dans un même endroit. Et il y a 1 an, vous avez ouvert le Village by CA à Laval. Donc 1 an après, le résultat. Je vais juste permettre de vous corriger. Vous évoquiez le village par le Crédit Agricole. C'est pas que je vais faire preuve d'humilité devant vous, mais vous le savez, je crois que c'est Paul Valéry qui disait qu'un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Je crois que l'innovation, il en va de même, et l'entreprise, il en va de même. Et ce village n'est pas un village en finale Crédit Agricole, c'est un village qui est avant tout un jeu collectif. Et quand je dis que c'est un jeu collectif, c'est que ce village a été fait avec Laval Mayenne Technopole. Je regarde évidemment Xavier Dubourg. Il a été fait avec Laval Économie. Et je regarde Xavier Borde, avec qui nous travaillons, et toutes les équipes, Régine Rivière, Christian Travier. Et donc c'est véritablement, ce village est d'abord un jeu collectif au profit des startups, puisque sa réussite, en finale, n'est pas une affaire d'image pour le village, même s'il s'inscrit dans un réseau qui est un réseau important aujourd'hui de
de 33 villages au niveau national, de 600 startups. Sa réussite ne sera liée qu'à la réussite des startups. Je vois Mélanie Perron qui sourit, c'est ça l'objectif du village. Alors simplement, vous me faites l'amitié de me demander un an après quelle nouveauté sur le village. Et bien, c'est un village aujourd'hui qui a pris son envol. C'est 6 startups aujourd'hui, c'est 8 partenaires également qui sont présents à nos côtés pour véritablement l'animer, le développer, avec un seul objectif, c'est faire que l'innovation au niveau de la Mayenne réussisse et faire que les jeunes entrepreneurs de ce village réussissent également. Allez, on va regarder les candidats qui ont participé à ce trophée dans la catégorie nouveaux produits ou services pour les entreprises de moins de 5 ans. Je vais les citer parce que c'est important et tout le monde n'est pas lauréat. Artify, Boomi, Data Team, Enzo Création Safran, Griff, Epster, Oh My Cat, G20 en maths, l'Atelier du Ferment, Louis 21, Max Sens Innovation, Pandous, Trip, Studi, Tedley Gastronomie, Turbulette et compagnie et ISO Concept. Voilà, on peut applaudir ces candidats. Alors, les nominés maintenant de la catégorie nouveaux produits. Artify, startup de la Valoise, qui en 2017 propose de mettre le meilleur de la technologie au service de l'art et du bien-être en entreprise avec son tableau digital connecté ultra haute définition. Elle propose d'afficher un catalogue riche de 800 000 œuvres d'art au sein des entreprises. Je suis en retard. Boomi, c'est une application qui permet aux propriétaires d'un objet ou d'un animal d'être contactés anonymement et instantanément en cas de perte. Et puis j'ai rattrapé mon retard. Oh My Cat, fondée en 2017, l'entreprise a créé un concept global de déco pour mon chat et pour moi. Son produit phare, un griffoir durable, breveté et récompensé. On peut les applaudir également. Voilà, les trois nominés Artify, Maïkou, Boomi et Oh My Cat. Catégorie nouveaux produits et services pour les jeunes entreprises. And the winner is, le lauréat de ce trophée numéro 1 est l'entreprise Artify. Je vais demander à Christophe Frick et Simon Claude de rejoindre. Christophe Frick et Simon Claude. Alors, est-ce qu'ils sont présents? Est-ce que les... Voilà, je crois que c'est présent. Bon, voilà. J'ai mis un petit peu de temps à réagir, je pense que... Non, par là, par ici. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Alors, on va vous tendre un micro. Qui marche. Bienvenue, je vous pose des questions sur Artify juste après, mais d'abord on va regarder quelques images sur ce que vous avez développé et inventé. Regardez ça, ça dure quelques secondes. L'idée, c'est de dire, la musique a été dématérialisée, les livres ont été dématérialisés, et donc nous, on a voulu dématérialiser l'art visuel, peinture, photographie ou vidéo, pour l'amener au plus grand nombre, le démocratiser. J'ai compris que ce projet pouvait me permettre, pour 2 raisons, de réaliser ma vocation. D'abord parce que mettre des œuvres sur des écrans, des gens allaient le faire, donc autant le faire de manière qualitative et respectueuse des œuvres d'art. Et ensuite, moi je suis venu au monde de l'art pour transmettre ma passion pour l'art, et je me suis rendu compte que cette solution digitale pouvait permettre ça. Nos clients s'abonnent pour accéder à de l'art qui est diffusé sur un écran digital. Et ils accèdent également à du contenu et ils peuvent aussi accéder à des ateliers de médiation artistique. Et pour rendre notre écran digital similaire à une œuvre d'art, on a tout un système de coffrets et d'encadrement qui sont faits avec les ateliers Jaelu à Cossé-Vivien. Voilà, Artify. On peut les applaudir Christophe et Simco. Venez ici, au centre de la scène. Bon, on a vu déjà pas mal de choses, mais on va parler de façon très concrète et très terre à terre. Je suis chef d'entreprise, j'ai envie d'avoir les iris de Van Gogh dans mon bureau, je viens vous voir. Et comment est-ce que ça se passe? Alors, bonsoir.
En fait, on va définir avec vous, notre client, vos goûts, en fait, vos envies, peut-être des valeurs que vous voulez mettre en avant pour votre entreprise. Et on va aller chercher parmi, alors maintenant, notre artothèque de plus d'1 million d'œuvres, des œuvres qui vont correspondre à vos besoins pour vous créer une collection sur mesure, personnalisée. Comment est-ce que vous faites techniquement? Alors techniquement, on s'est entouré de partenaires, pour ne pas les nommer, mais Samsung, Intel et Amazon, pour pouvoir diffuser les plus belles œuvres d'art à la fois régionales, locales, nationales et internationales. Mais qu'on comprenne bien, c'est des photos que vous prenez, la copie est faite comment? Alors nos partenaires, ou nous-mêmes, par des partenaires justement, nous numérisons les œuvres d'art à plusieurs millions de pixels, nous les stockons dans le cloud, et notre tableau écran en fait est le premier objet connecté dédié à l'art qui les diffuse chez nos clients. On est une sorte d'artothèque géante, une sorte de Spotify de l'art, mais par contre c'est nous qui faisons des sélections pour, comme expliquait Simon, coller aux besoins, aux envies, aux valeurs de nos clients. Est-ce que ce sont des grosses entreprises qui ont les moyens qui viennent vous voir, ou est-ce que je suis petit commerçant mais j'adore l'art et je trouve que votre innovation est très bien. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que votre offre est accessible pour tous? Bien sûr. Alors nous, notre objectif, c'est de démocratiser l'art et de donner envie aux gens d'aller au musée ou d'aller acheter de l'art. Donc on s'adresse vraiment à toutes les entreprises. On ne s'adresse pas pour l'instant en particulier, mais on va de l'entreprise comme un cabinet d'avocats, donc qui peut être unipersonnel, jusqu'à des très grosses entreprises en Mayenne comme Actual ou Westacro. Un dernier mot, c'est quoi vos objectifs pour les prochaines années? C'est d'augmenter le catalogue, c'est de vous étendre sur tout le territoire, à l'international, c'est quoi? Alors nos objectifs, puisque l'entreprise a maintenant 2 ans, c'est de nous développer commercialement en Mayenne, en Île-de-France et en France. L'international, on attend un tout petit peu, donc on est en plein développement commercial, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Et pour tout ça, il faut de la finance, donc on lance aussi notre levée de fonds, notre première levée de fonds, auprès d'investisseurs. Donc on espère avoir beaucoup de Mayennais dans nos investisseurs. Oui. Et puis si vous le permettez, on aimerait remercier quelques personnes, parce qu'on est très heureux, on est très fiers de ce prix aussi. C'est un prix qui vient couronner maintenant plus de 2 ans de travail ici en Mayenne. Et on voulait remercier Laval Mayenne Technopole, avec Christian, avec Sandrine, avec Antoine et avec toutes leurs équipes qui nous accompagnent depuis vraiment les balbutiements du projet. Le réseau Entreprendre aussi, qui nous a fait confiance, la BPI, et puis le Crédit Agricole aussi, qui est notre premier soutien financier dans la voiture. Donc voilà, c'est important. J'ai demandé... C'est aucun rapport, mais c'est important de remercier les gens qui nous suivent au quotidien, on tenait à le faire. Absolument, je vais juste demander à Philippe une petite réaction justement, parce que Artify, vous les connaissez bien effectivement, Crédit Agricole. Oui, je suis très heureux de retrouver Christophe et Simon, bien évidemment, parce que c'est effectivement, on avait eu le plaisir, ça fait, je crois, l'année dernière, dans le cadre d'un prix d'initiative, de récompenser Artify. Donc je suis très heureux, et puis surtout très heureux également par rapport au développement de l'entreprise qu'évoquait Christophe. C'est une entreprise qui se développe, et je trouve que l'idée d'associer à la fois la technologie et la culture et l'art dans un monde qui se durcit quelquefois, c'est vrai. Un peu d'art dans le travail, très bonne idée, un peu de douceur et un peu d'esthétisme. Merci, on peut vraiment vous applaudir parce que c'est un truc qui est absolument remarquable. Donc là, photo, un prix parrainé par EY. Et je vais demander donc à Bernard Martinier, avocat associé EY en charge du développement Grand Ouest, de venir sur scène pour la remise de ce trophée numéro 2. Bienvenue Bernard. EY, alors EY, est-ce qu'il est utile de rappeler ce qu'est EY, l'un des plus grands cabinets d'avocats français? Pas que, loin de là, mes camarades. Ah ça y est, je n'aurais pas dû poser la question. Effectivement, on est un cabinet, je dirais, qui compte dans les leaders mondiaux en termes d'audit, de conseil, de fiscalité et de droit. On parle d'innovation ce soir. EY, vous avez un prix sur l'innovation, notamment et également sur les entrepreneurs, qui est très connu en France. Oui, effectivement, on a le Grand Prix d'entrepreneur depuis plus de 25 ans, et qui récompense, et je crois que j'en ai vu, des entreprises mayennaises notamment, et sous les projecteurs de quelque chose qui est français et mondial, entrepreneurs aux ailleurs. Vous avez été membre du jury
Ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été difficile de choisir? Bien sûr. Là, tu me demandes de dévoiler des secrets. Rien. Mais c'est vrai, et particulièrement dans cette catégorie dans la catégorie que j'ai le plaisir de parrainer, c'est vrai que ça a été très difficile, oui. Avec des dossiers, notamment deux, je pourrais en dire un mot après, je ne vais pas dévoiler avant l'heure. C'est gentil. Voilà, tu vois. Mais vraiment très, très, très intéressant. Allez, on va passer à la remise du prix. Oui. Alors, les candidats, on va les citer. Ben, ils étaient 3. Donc, Daniel Moquet, Hermo et PB Assure. Et donc, 3 candidats. Eh bien, ce sont les 3 nominés. Alors, les nominés dans l'ordre. Hermo. Oui, c'est assez simple. Hermo conçoit et fabrique des moules de haute précision pour l'industrie plastique. L'entreprise fondée il y a 40 ans rayonne à l'international. Il y a comme client L'Oréal ou encore Unilever. On parlera peut-être, si les L'Oréal, de son système IMC. Le deuxième, c'est PB Assure, l'entreprise de Mayenne, fondée en 1985, spécialisée dans l'assurance des entreprises. En les accompagnant de manière globale, elle crée une synergie entre les membres de l'entreprise et la direction pour créer les meilleures garanties. Et puis le troisième, c'est Daniel Moquet, l'entreprise du Nord Mayenne a fait de l'aménagement des allées des particuliers sa spécialité. Elle innove avec un revêtement drainant qui est unique en France. Daniel Moquet. Voilà. Les 3 nominés catégorie nouveaux produits et services pour les entreprises de plus de 5 ans. Daniel Moquet, PB Assure et Hermo. Et le lauréat de ce trophée numéro 2, le lauréat, dont le nom va apparaître tout de suite, est Hermo. Alors, je vais à Maurizio Del Nevo, le PDG, Pascal Giraud, son directeur R&D, de venir nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Bravo à Hermo. Messieurs, bonjour. On vous retrouve dans un instant, mais avant, on va voir ce qu'est Hermo en quelques images. Le système IMC permet de fermer un bouchon directement dans le moule avant l'éjection. Le système qui existait était entièrement mécanique. Notre nouveau système permet d'avoir une meilleure souplesse de réglage. L'idée, il est parti en écoutant les besoins de notre client. Il demandait un système flexible, un système qui pouvait faire gagner du temps de cycle dans la phase de fermeture des bouchons, et il voulait surtout un système qui permettait d'être réutilisable. On peut arriver à monter et le adapter sur toutes les différentes typologies de moules. On a un système plus écologique, un gain énergétique, une nouvelle norme environnementale. On a supprimé l'air comprimé, l'huile. Voilà, objectif gagner 30% du marché. Bon objectif. Est-ce que vous allez atteindre cet objectif? Est-ce que vous allez atteindre cet objectif de plus 30% de part de marché? Déjà, bonsoir à tous. Oui, j'ai le bon espoir de l'attendre. On est bien parti cette année. Déjà, on a incrémenté, commencé à vendre déjà le système. Donc, on est avec les premiers systèmes qui sont déjà pour le Nord-Amérique, Sud-Amérique et la Chine. Donc, c'est bien parti. Vos clients, ce sont des clients de tout secteur Nos clients, ils sont des secteurs cosmétiques, médical et alimentaire, packaging alimentaire. L'innovation, on a du mal à se rendre compte parce que c'est effectivement des domaines qu'on connaît mal. L'innovation, chez vous, elle se traduit comment? Parce que... L'innovation,
pour moi, hein, que je suis italien. Donc, ah bon oui, vous l'avez bien entendu, entendu, je pense. Donc, l'innovation, pour moi, je la résume en 2 mots. Donc, moi, je suis italien, je mets la créativité et les Mayennais de l'industrie et de Hermo, il a mis bien les compétences, la technique, la tête, l'intelligence et tout ça. Donc, pour moi, c'est ça. Un mot sur le prix. J'imagine que vous êtes très heureux de le recevoir. Je crois que ce n'est pas la première fois puisque vous avez participé. Nous, on a déjà participé les autres éditions. C'est la première fois qu'on reçoit cette prime. Je suis très fier, très heureux et surtout pour la Mayenne. Allez, on va faire la photo de visage. On peut vous applaudir encore une fois. On va poser le micro. Oui, une petite réaction. Je crois que, effectivement, ce que vous dites valait la peine d'être souligné, c'est que l'année dernière, je crois que vous aviez concouru, vous n'aviez pas eu le prix. Oui, je me souviens. Et cette année, voilà, vous avez osé rejouer. Ça, c'est un message pour ceux qui, par hasard, ce soir, ne repartiraient pas avec le trophée. Qui ne l'auraient pas eu ce soir, exactement. Voilà, bravo encore à vous. Juste une précision, je voudrais remercier aussi l'ensemble de l'équipe Hermo. Oui. Ils sont là. Tout le monde a travaillé sur le système, c'est un système qu'on travaille depuis plus de 2 ans maintenant. Donc voilà, donc je tiens à remercier. Bravo à toute l'équipe de. Donc le système, vous pourrez le voir en démonstration derrière. Vous pourrez voir vraiment l'utilité du système. Voilà. Merci à tous. Les photos sont faites? Oui, alors. Et je vous invite à descendre et aller faire une photo également derrière le photocall. Et nous aurons 2 belles histoires. Donc tout à l'heure, l'histoire des fameux petits doudous. Mais là, on va changer un peu de monde puisqu'on va aller dans le monde de l'industrie. Et on va faire un coup de projecteur sur l'entreprise GIS qui est à Saint-Berthevin, que vous connaissez tous. J'ai demandé à Benoît Bordet, son directeur général adjoint, de me rejoindre, ainsi que Yannick Borde, le président de Laval Économie. Bienvenue à vous. Alors, j'ai dit le micro, je vous en prie. Asseyez-vous sur ce banc-là, face. Voilà, prenez chacun un micro. Alors, bienvenue. Benoît Bordet. Alors, vous n'êtes pas d'abord vous n'êtes pas le patron numéro 1 de GIS, puisque le PDG... Alors Bruno Bouygues, oui, voilà, c'est ça, Bruno Bouygues. Mais effectivement, il est en déplacement à l'étranger, donc je vais le représenter ce soir. Ouais. Alors, un mot sur GIS. GIS, c'est une très belle entreprise qui évolue dans le monde industriel. Elle a été créée en 1964, donc il y a 55 ans maintenant. Donc GIS, effectivement, elle a connu trois actionnariats différents depuis sa création. Donc, tout d'abord, le fondateur, Guy Stéphanie, dont les initiales finalement forment le nom de la société, GYS. Et puis, dans les années 80, elle a été rachetée par un fonds d'investissement. Et enfin, en 97, elle a été acquise par la famille actuelle dirigeante, Nicolas Bouygues, puis son fils Bruno Bouygues, qui est aux manettes de l'entreprise là depuis 3 ans désormais. Et qui est apparenté d'ailleurs à la famille Bouygues. Oui, tout à fait. Absolument. Rappelez-nous quand même ce que vous faites dans cette entreprise. Oui, tout à fait. Donc nous concevons et fabriquons des postes de soudure, des chargeurs de batterie et de l'équipement de réparation de carrosserie automobile. Alors aujourd'hui, vous rayonnez sur pas uniquement en France d'abord. Non. Aujourd'hui, ça fait partie du développement justement de l'entreprise, l'ouverture à l'international depuis le début des années 2000. Et aujourd'hui, nous réalisons environ 50% du chiffre d'affaires du groupe à l'international. 2 usines, une à Laval. Une à Laval, une à Shanghai, 2 usines complémentaires. Nous fabriquons environ un peu plus des 2 tiers de nos produits à Laval, à Saint-Berthevin, et le 30% donc restant à Shanghai. Et nous les vendons donc dans plus de 130 pays dans le monde. Combien de collaborateurs? 700 dans le groupe, dont 500 sur le territoire mayennais. Donc 500 sur le territoire mayennais. C'est quoi vos ambitions à plus ou moins long terme? Et notre ambition, c'est de poursuivre notre croissance. Nous avons une croissance à 2 chiffres depuis la reprise en 97. Et notre ambition, c'est de devenir un acteur incontournable dans le monde
de l'industrie dans le poste de soudure, notamment, parce qu'aujourd'hui nous avons pénétré le marché du bricolage, du monde professionnel, et nous démarrons, via la montée en gamme de nos produits, nous démarrons notre entrée dans le monde industriel. Alors justement, le monde industriel, vous êtes ici sur un territoire qu'est la Mayenne. C'est quoi les atouts d'un département comme la Mayenne pour une industrie comme la vôtre? Bien, les atouts, alors je vais parler moi du cadre, du confort du cadre de vie, notamment parce que nous on a une forte croissance, beaucoup de besoins en recrutement. Donc en 97 il y avait 42 collaborateurs, là aujourd'hui 500 en Mayenne, donc il a fallu recruter beaucoup. Et recruter c'est un défi, mais il faut aussi surtout conserver ses collaborateurs. Donc, pour ça, il faut une politique d'entreprise saine, mais il faut aussi un cadre de vie sympathique, parce que voilà, c'est et là vous avez pas trouvé évident le cadre de vie sympathique. Voilà. J'ai une dernière question à vous poser avant d'interroger M. Borde. On dit que l'industrie en France, allez, pour parler un peu vulgairement, a foutu le camp, que la France n'est plus un pays industriel comme elle l'a été. Finalement, quand on regarde par exemple la réussite de GIS, on pourrait peut-être penser le contraire. Écoutez, oui, nous on le constate, puisque dans notre domaine, nous n'avons quasiment pas de concurrence française, alors qu'en Italie, en Allemagne, nous avons plusieurs dizaines de concurrents, par exemple en Europe. Donc il est vrai que l'industrie a déserté la France. Une partie en tout cas. Une partie, mais bon, nous sommes également la preuve que c'est possible d'être industriel français et de réussir. Et pour ça, effectivement, il faut innover au quotidien pour éloigner, monter en gamme, éloigner la concurrence des produits à bas prix dans notre domaine, puisque nous avons une concurrence mondiale, y compris avec des produits fabriqués en Asie avec un coût de l'heure beaucoup plus bas. Donc, il nous faut innover en permanence et c'est notre combat au quotidien. Et aujourd'hui, innover et recruter. Innover et recruter. Sur nos 700 collaborateurs, nous avons 80 collaborateurs, ingénieurs et techniciens qui travaillent quotidiennement à la conception et à l'amélioration de nos produits. Aujourd'hui, vous continuez à recruter? On continue à recruter, notamment au bureau d'études. Oui. Yannick Borde, belle réussite. Quel regard vous portez, vous en tant que président de Laval Économie? Alors tout d'abord, vous nous demandez à chaque fois de raconter une belle histoire. Donc on essaye de raconter des histoires un peu différentes. Parce que l'année dernière, on avait choisi une start-up qui rentrait depuis dans le village Basséa. Et cette année, on a changé de calibre, on a changé d'histoire avec l'histoire de GIS. Ce qu'on a voulu surtout illustrer à travers ce choix-là, qui je pense aurait pu être illustré aussi par le lauréat du trophée numéro 2, c'est justement que l'industrie sur nos territoires, elle existe, elle se porte bien, elle évolue, évidemment, quand on regarde l'histoire du groupe GIS, et qu'elle est possible. Et sur ce discours parfois pessimiste de la vie industrielle, je pense qu'on a plusieurs exemples, et de très nombreux exemples sur le territoire de la Laval Agglomération et du département de la Mayenne, comme quoi dans nos territoires, l'industrie fonctionne bien. Et effectivement, l'entreprise GIS, on la connaît bien. On la connaît bien pour plusieurs raisons. Alors d'abord, moi, en tant que maire de Saint-Berthevin, c'est mon plus gros client en permis de construire, puisque dans 16 ans, je dois être à 5, 6. C'est-à-dire, en gros, quand il y a un permis de construire, après il y a des travaux, et quand les travaux sont finis, il y a un nouveau permis de construire. C'est bien, c'est des clients comme ça. C'est plutôt... Non, mais en même temps, je le dis parce que nous, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises et de leur faciliter la vie. Les accompagner, c'est évidemment sur des autorisations de construire, c'est sur du foncier. Ça n'a pas été dit par M. Bordet, mais le site de Saint-Berthevin est un peu à saturation, on va dire, aujourd'hui. Donc il y a un deuxième site, plus de magasinage, de stockage pour l'instant, qui a été initié, qui est en cours de construction sur le territoire de l'agglo. Là, le rôle de Laval Économie et de l'agglomération, c'est justement de permettre aux entreprises, avec l'offre foncière, de continuer de croître et de se développer. Et puis notre troisième contribution, notre troisième apport, c'est un apport financier, parce que ça fait partie, je pense, du rôle des collectivités d'impulser et d'accompagner à travers l'aide à l'immobilier. Et j'insiste là-dessus parce que quelques élus qui sont dans la salle comprendront certainement plus facilement à quoi je fais allusion. On est parfois un peu critiqué sur cet accompagnement des entreprises. Certains appellent ça des dons. Bon, et moi, je fais partie de ceux qui plaident pour qu'on continue d'agir sur ce niveau-là. Je vais vous donner juste 2 chiffres.
Nous, on accompagne à peu près à hauteur d'1,2 million, 1,5 million par an les entreprises du territoire, de la belle agglomération. Et quand on regarde l'investissement qu'elles ont réalisé avec sur les dossiers qu'on a accompagnés, on est plutôt à 25 ou 30 millions d'investissements derrière. Donc nous, on est un contributeur, on est un facilitateur, on est peut-être une porte d'entrée parfois, et avec les équipes de Laval Économie, une ingénierie qui permet aux industriels et aux chefs d'entreprise de monter leurs projets et d'être accompagnés. Mais on n'est que ça. Et donc ces belles histoires, nous, on a envie de les raconter. Et l'entreprise GIS, c'est vrai que d'abord Bruno Bouygues, depuis de très nombreuses années, l'a beaucoup ouverte aux élus que nous sommes. Ça a permis de la découvrir, de trouver une entreprise hyper intégrée, très jeune, en plein développement. Parce que quand on passe devant, on peut toujours se demander ce qu'il y a derrière le grillage et à l'intérieur. Et sincèrement, il y a toujours un peu peut-être de difficulté pour l'industriel à communiquer à l'extérieur ce qui se passe vraiment chez lui. C'est pas nécessairement son objectif premier. En tout cas, nous, on souhaite que ça soit bien connu du territoire, tout ce qui se passe à l'intérieur de ces très belles entreprises mayennaises. Merci Yannick Borne, président de Laval Économie. Merci de m'avoir venu nous dire quelques mots sur GIS et sur cette belle entreprise. Bravo à vous. Alors, je vais chercher un micro. Le commerce et l'artisanat, c'est important. Très important. Très important. C'est des enjeux. Les enjeux, on ne s'en doute pas, mais c'est quand même ce qui fait le maillage du territoire, les commerces et l'artisanat. Ça, c'est la première réflexion sur laquelle je vous demanderai de réagir. Et puis la deuxième, c'est mais l'innovation, comment ça se traduit pour un commerce ou pour un artisan? Bonsoir à tous. C'est vrai que je suis toujours très, très heureux que Ouest France réserve au commerce et à l'artisanat un trophée. C'est important, c'est en lien direct avec ce que disait Yannick tout à l'heure, et Patrice d'ailleurs, c'est l'industrie, elle a besoin aussi qu'il y ait des commerces, l'attractivité du territoire, à Mayenne Communauté, on est au nord. L'attractivité est plus complexe pour nous, porte de la Normandie, porte de la Bretagne, assez excentrée des grandes décisions. Eh bien, on a compris dans ces démarches-là qu'il n'y aura pas d'attractivité sans avoir une démarche forte de soutien au commerce. Et donc, chaque fois que l'on peut réfléchir sur ce qui va soutenir le commerce, on est aussi en train de soutenir l'industrie de l'ensemble du territoire. Ce lien est important et il est sine qua non. Il n'y aura pas de développement de l'industrie dans un désert commercial. Ça n'existe pas. Et donc, il faut absolument qu'on comprenne que cette complexité-là, elle est dans notre nature et dans notre mission. Alors, il y a de nombreuses communes rurales en Mayenne. Il y a de nombreuses opérations, initiatives menées un peu sur tout le territoire pour essayer de redynamiser les commerces. En Mayenne, qu'est-ce que vous faites pour justement essayer de soutenir les commerces pour éviter qu'ils ferment, pour éviter la désertification rurale? Beaucoup de choses. C'est vrai que toutes les collectivités aujourd'hui réfléchissent, quelle que soit leur taille, à comment on peut soutenir l'activité du commerce. Je donne l'exemple de Mayenne Communauté parce que nous avons utilisé l'occasion du SCOT et de l'établissement des PLUI pour définir des règles contraignantes qui empêchent les surfaces commerciales trop petites de s'installer en périphérie. Et donc, en dessous de 200 mètres carrés, ce n'est absolument pas possible. On a effectivement dans le DAC, un document d'aménagement de l'artisanat et du commerce, parce que ces deux notions sont très liées, artisanat et commerce, on peut être artisan et commerçant. Eh bien, on a défini un certain nombre de lieux où on pouvait installer du commerce. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y aura pas d'installation de commerce s'il n'y a pas d'installation de logement. Donc on voit que cette complexité qui est très grande entre une politique de logement, une politique de soutien au commerce et une politique de l'industrie. Allez, on va les mettre à l'honneur justement, ces commerces et ces artisans, avec donc la remise de ce trophée. On va citer les candidats, je vais les citer. Access Bain, Cabaret le Live, Concept Bois et Jeux, Création Marceau-Tissage, Égal, La Penderie d'Angèle, Les Serres au Comptoir, LM Fleur, Mirage Hologramme et So Connect. Ça, ce sont tous les candidats. Bien sûr, tous n'ont pas été nominés. Il y a donc 3 nominés. Les Serres
au comptoir. La jeune entreprise qui souhaite revitaliser le commerce local met à disposition un distributeur de produits bio frais disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, H24. Le deuxième, c'est le Cabaret Le Live, une société basée à Château-Gontier. En Mayenne, bien sûr, l'intégralité de la conception et de la programmation se fait localement. Un succès qui est au rendez-vous avec quand même 16 000 spectateurs par an. Et puis le troisième, c'est LM Fleur, un magasin qui est hors du commun et qui propose via son application toutes les solutions individualisées pour profiter des plantes, comme l'achat de fleurs ou encore la mise en place d'ateliers de confection. LM Fleur, voilà les nominés, donc les serres du comptoir, le cabaret, le live et LM Fleur. Et le lauréat de cette catégorie commerce et artisanat est la société de Serre au comptoir. Le lauréat de me rejoindre. Voilà la patronne des serres du comptoir. Bienvenue. Je vous en prie. Ah oui, c'est pas les serres du comptoir. C'est mon côté troisième jeudi du mois de novembre, vous savez. Avant de vous interroger, on regarde en vidéo les serres au comptoir. Entre les consommateurs qui souhaitent bien manger, et en même temps qui ont la contrainte du temps. Les producteurs, eux, ça permet de les mettre en valeur et en même temps ça ne leur demande pas du temps à la commercialisation, ils ont déjà beaucoup de temps à passer sur leur exploitation. L'innovation, c'est principalement sur le service apporté aux consommateurs, le libre service, le fait que ce soit ouvert tout le temps. Vous entrez, il y a plusieurs casiers, chacun est numéroté, on voit le descriptif des quantités et du prix sur chaque casier. Sur la borne, on sélectionne directement les numéros de casier, on valide, on règle en carte bancaire uniquement avec ou sans contact et les casiers s'ouvrent. Voilà, c'est très simple. Dans les services que j'ai développés, il y a la possibilité de commander en ligne, ça permet de créer son casier avec les quantités et les produits qu'on souhaite. Et là, dernièrement, j'ai lancé les abonnements. Voilà, tout est dit, bravo. Merci au comptoir alors, tout est dit presque. Comment vous est venue cette idée de monter ces fameuses serres au comptoir? Il y a plusieurs choses. Les conversations à droite à gauche avec les producteurs et principalement également la formation agricole que j'ai faite il y a 2 ans, où j'ai fait des stages. Et ça me parut comme une évidence, ce compromis entre les producteurs, les contraintes qu'ils ont, et les consommateurs, les contraintes, eux, qu'ils ont également de temps principalement. Et c'est quoi l'avantage pour un producteur de passer par votre... Il est mis en valeur, du fait justement que ce soit une petite structure, il est mis en valeur sans avoir de temps à passer dans la commercialisation. Il a déjà beaucoup de temps à passer sur son exploitation. Donc ça s'y prête bien. Les produits que vous commercialisez, ce sont des produits bio? Pas que, c'est local avant tout. C'est ce qui est le plus important selon moi. Et oui, j'ai fait le choix sur certains produits comme les légumes d'être en agriculture biologique. Les consommateurs, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à cette innovation? Bien, les retours sont bons. Alors au début, il y a eu des réflexions, vous cassez le relationnel, il n'y a plus de relations, mais ils se rendent compte au fur et à mesure, à force d'y aller 2-3 fois par jour, évidemment, je vois mes clients, ça devient même des amis, et puis je vois toutes les semaines mes producteurs, donc je fais vraiment ce lien. Vous n'avez pas cassé le relationnel? Non, et puis si on vous demande est-ce que vous parliez avec la caissière de Leclerc, je ne pense pas que vous le parliez non plus. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Juste une dernière question. Les objectifs, vous disiez ouvrir de nouveaux points de vente. Aujourd'hui, vous en avez un? Oui, et des points retrait sur Laval, mais le point de vente avec le distributeur et les casiers, c'est seulement sur Forcé. C'est un investissement.
Et donc sur Laval et Laval Aglo, j'ai trouvé des points retrait, donc des magasins qui acceptent que je dépose les commandes, ce dont je parlais en parlant du site internet et des abonnements, je livre sur Laval. Voilà. Pierre étrangement, vous vouliez réagir? Oui, parce que d'abord c'est important de montrer que les commerçants savent s'adapter aux attentes des nouveaux consommateurs. Et donc il y a de l'innovation partout. Ça a été difficile de choisir un lauréat. Et je suis très content de ce choix parce que c'est un signe qu'on peut s'adapter à la souplesse qui est attendue de tous les consommateurs. Et puis, on peut travailler en réseau et en équipe. Et c'est ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose de formidable en utilisant aussi tout le réseau local. Et je peux vous dire qu'on était en réunion sur le commerce il y a 2 jours, à Mayenne Communauté, et on a bien évidemment cité, moi je n'avais rien dit parce que je savais que vous aviez le prix, on a cité votre exemple, et on aura probablement aussi à Mayenne Communauté, à Commères peut-être, un projet qui va se poursuivre. On est en train d'imaginer toute une complexité d'organisation qui va permettre de répondre à ce commerce et ces nouveaux commerçants. Bravo encore à vous. Merci. Dessert au comptoir. Est-ce que je peux faire des remerciements? Je peux me permettre de remercier? S'ils ne sont pas 50. Non, je voulais remercier Guillemette, sans qui j'aurais pas fait ce concours, le réseau Bouge ta boîte, qui booste, c'est très bien, et également Maman, Crédit Mutuel. C'était la marraine de la dernière édition. Laissez au comptoir, voilà, vous allez recevoir donc le trophée commerce et artisanat de cette 3e édition de la Mayenne Innove. On peut vous applaudir, on va prendre la photo. Voilà. Un prix naturellement parrainé par Harmonie Mutuelle. Je vais demander à son chargé d'affaires entreprise, Sébastien Roux, de venir me rejoindre pour parler de ce trophée dans la catégorie innovation sociale et environnementale. Bienvenue, Sébastien. Alors, je disais que c'était naturel que ça soit Harmonie Mutuelle qui remette ce prix, parce que c'est vrai que c'est un peu quand même votre ADN, quand même, l'innovation sociale et environnementale. Oui, tout à fait. Bon, déjà, bonsoir à ça toutes et à marche. tous. Ça fait depuis maintenant la 3e année qu'on participe à la Mayenne Innove. Donc tout d'abord, ça fait partie de nos valeurs au niveau de la partie de notre mutuelle. Il y a notre ancrage aussi local, avec nos agences de proximité. Et de toute façon, c'est toujours intéressant de mettre nos entreprises mayennaises, comme le M comme Mayenne, et c'est très, très agréable de pouvoir le faire. Vous avez fait également partie du jury, il y avait eu pas mal de dossiers, le choix là aussi a dû être ardu. Oui, sur les 9 dossiers, c'était assez compliqué, mais je reviens par rapport à mes collègues de tout à l'heure, ce qu'ils ont pu dire. Même si celles ou ceux n'ont pas été sélectionnés ce soir, qui continuent, qui mettent un petit peu plus aussi de contenu dans leur dossier, parce qu'ils ont peut-être une possibilité dans les autres années, voire peut-être pour l'année prochaine, de pouvoir conquérir et de le remporter, parce que ça a été très 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 serré dans la mise en valeur au niveau des différents sujets sur le social et l'environnemental, qui étaient très très larges, mais on a su élire une entreprise locale. Alors, on ne va pas faire un inventaire à l'après-vert sur tout ce que fait Harmonie Mutuelle en matière d'innovation sociale et environnementale. Je voudrais juste quand même qu'on parle d'une initiative qui est particulièrement intéressante, que vous avez développée récemment. C'est l'initiative H2S. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors tout d'abord, oui, c'est vrai qu'on est plus reconnu sur la partie protection sociale en général, en santé et prévoyance. Mais pour accompagner les entreprises, on met aussi des services en avant, comme H2S, donc Harmonie Sociale, Service Social, pardon, qui permettent aussi aux entreprises de pouvoir vous aider tout au long des problématiques que vous pouvez avoir au niveau à la fois de la partie salariale. Donc on met en place des actions avec des assistantes sociales qui permettent de vous aider sur les différents dossiers un petit peu plus compliqués. Donc ça, c'est des choses, même la mutuelle, Harmonie Mutuelle a des réseaux de développement, dont celui-ci. Après, ça passe aussi par la téléconsultation. Enfin, on a aussi, nous, un moyen d'innovation pour pouvoir aussi continuer, perdurer, puis vous apporter un service différent par rapport à ce que vous souhaitez faire. Merci Sébastien. Alors, les candidats donc de ce trophée, on va les citer. Agrologique, La Blanchisserie du Maine, Ecologia Aquaponia, Equa Cacao, Équilibre, Hello Conso, Inspiration Nature Déco, Lactel et Wish Up to You.
Les 3 nominés sont Agrologique, l'entreprise qui aide les exploitations agricoles à se transformer dans la mise en place de cultures de légumineuses. Elle participe aussi au cours d'approvisionnement des cantines de la Mayenne en produits bio. La deuxième, c'est Ecologia. Le parc de Louvernay propose des formations aux entreprises et aux particuliers pour découvrir et mettre en œuvre l'aquaponie, un cercle vertueux qui allie la culture des plantes et l'élevage de poissons. Et enfin, le troisième nominé, c'est Equa Cacao, l'entreprise de Saint-Berthevin qui propose une gamme innovante de jus de cacao à partir du mucilage. Elle exploite le pulpe entourant les fèves, considéré comme un sous-produit, et intervient donc dans l'économie circulaire. Dans la catégorie innovation sociale environnementale, agrologique, Ecologia et Equa Cacao. Fait parrainé par Harmonie Mutuelle. Et le gagnant est, dans cette catégorie, Agrologique. J'appelle Vincent Silleux. Alors, bienvenue Vincent. Voilà. On va vous donner d'abord le micro. On va remettre le trophée juste un petit peu après. Bienvenue, bravo. Merci, bonsoir à tous. Je vais vous poser des questions, mais après, puisqu'on va regarder ce qu'est Agrologique. France Gluten, vous nous direz évidemment plus précisément ce qu'est France Gluten par rapport à Agrologique. Ah. J'ai commencé à faire de la production de quinoa sur mon exploitation. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que il me manquait des outils pour produire cette graine. Il me fallait du séchage, une structure pour trier et conditionner. À toutes les étapes, en fait, on a plein d'innovations et plein de nouvelles machines que l'on met au point. On a l'intégralité de nos bâtiments qui sont couverts en panneaux photovoltaïques. C'est de la plus-value pour les agriculteurs sur le territoire. C'est des produits consommés localement. Ce sont plein de nouvelles cultures que l'on fait maintenant en Mayenne. Des pois chiches, des lentilles, du quinoa, du chia, des graines de courge. On essaye d'emmener avec nous d'autres entreprises qui ont des bénéfices collatéraux en fait. Voilà, on peut l'applaudir, Vincent Silleux. Agrologique. Une question, France Gluten Free, c'est quoi? C'est la marque que vous apposez sur vos produits? C'est une marque que j'ai créée au tout début parce que j'ai fini mes études aux États-Unis et que j'aime bien l'anglais et que je souhaite un jour peut-être vendre des produits mayennais à l'export, pourquoi pas aux États-Unis. Vous en êtes où aujourd'hui en termes de business, d'activité? Vous êtes combien? C'est une société où on est aujourd'hui 4 collaborateurs. En ce moment même, on est plutôt autour de 10, parce qu'on est en pleine saison de récolte. C'est une société qui est partie de rien et qui aujourd'hui fait à peu près 1 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une entité qui a été vraiment soutenue par les collectivités locales. Et je vais en profiter pour remercier certaines personnes ici ce soir, sans laquelle ça aurait été compliqué de créer un projet de la sorte. Donc aujourd'hui, on distribue toutes les écoles et tout ce qui est hors domicile. Justement, vos clients, c'est qui? Ça, les écoles, EHPAD, et puis après, c'est des magasins bio, ce sont des industriels. Notre première vocation est plutôt de distribuer des produits bio à des industriels pour faire des plats préparés et plein de produits sous leur marque. Une dernière question. J'imagine que la loi Egalim, vous avez regardé ça de près et que la loi Egalim qui prévoit, je crois, c'est 50% de produits durables et raisonnables et 20% de ces 50% en produits bio, ça devrait normalement vous profiter?
Ouais, c'est à croire que c'est nous qui l'avons créé. Là, oui, on dit ça. Donc ouais, on tombe juste au bon moment. Ouais, au bon moment. Vraiment au bon moment. On a une société qui est en ordre de marche et donc qui peut répondre à ces besoins. On était il n'y a pas très longtemps en réunion avec des cuisiniers mayennais qui se posent des questions en se disant bon voilà, il faut faire un plat végétarien toutes les semaines, il faut acheter du local. En fait, on tombe vraiment à pic. Ça permet à des agriculteurs de mieux vivre de leur métier et puis d'avoir un circuit très court. Donc normalement, si vous êtes en ordre de marche bien organisé, vous devriez profiter à fond de la tendance sociétale qui veut du bon produit, du produit court et du produit bio. Tout à fait. Merci, bravo encore. Sébastien, peut-être une petite réaction Simplement, j'ai reconnu, et je l'ai vu tout à l'heure, j'ai reconnu André Blin, on s'est connu dans une autre vie professionnelle, donc je suis très très fier, parce que moins d'une vingtaine d'années. Bienvenue André. Et comme quoi, bravo, félicitations à toi. Je voudrais remercier Thibaut Gigant, Timothée Gigant, je travaille avec son frère, mais Timothée qui est ici, là, juste en dessous, c'est un peu grâce à lui que je suis là devant vous ce soir, parce que c'est lui qui m'a dit il faut absolument que tu participes à ce concours. Et je voudrais remercier Yannick Borne qui est devant, qui est intervenu tout à l'heure. Tout à l'heure, le président de la CCI mettait en avant nos politiques mayennais et on a besoin on a vraiment des élus qui sont très performants en Mayenne. En soutien. Nous, on a fait un rendez-vous un samedi matin avec lui et avec mes associés. Et en fait, en une matinée, il nous a dit allez, banco, on suit. Et je peux vous dire que pour moi, un projet qui avait cette ampleur bio, je m'étais dit mais quand je vais leur présenter ce dossier-là, du bio, j'ai pas les cheveux longs, j'ai pas la barbe. Ça va être un fiasco pas possible, mais finalement ils ont... C'est peut-être justement parce que vous n'aviez pas les cheveux longs. Ouais, peut-être. Mais ça a été... Donc à ceux qui ont les cheveux longs... Je dirais que c'est vraiment... merci à lui et à toute son équipe derrière. Et c'est aussi à tous mes collaborateurs et associés. Ce projet, c'est un projet collaboratif. C'est un projet où, comme l'a dit monsieur, mes associés sont attachés à leur territoire, ils sont pur jus nuyéens, et de pouvoir développer leur zone artisanale, faire du développement et du partenariat. On peut aujourd'hui faire de l'activité commune et développer nos entreprises via cette société. Et le dernier que je souhaite remercier, il est dans la salle ici, je vais demander de venir, c'est mon banquier, Philippe Angot, de la BPO, qui est aussi vraiment une personne très très importante qui a, dans des projets de la sorte, c'est quand même un gros investissement, vous a accompagné. Qui nous a vraiment très très bien accompagnés et qui a tout fait et qui nous suit toujours. On l'entend bien. Merci beaucoup Vincent Seyeux, le patron de AgroLogique. Je vais demander à Nolwenn de me rejoindre pour nous parler un peu plus en détail de son association, et avec Alan Leblois également, le patron de Ouest France en Mayenne. Bienvenue Nolwenn, bienvenue à vous. Allez-y, non, venez vous asseoir. Ne vous occupez pas des questions purement matérielles, je vais chercher ce qu'il faut tout faire dans cette boutique. Voilà. Alors, ah oui. Nolwenn, les petits doudous, je le disais, une association dont vous m'avez dit combien déjà de 68. 68. Alors, comment est-ce qu'est né, comment est-ce que sont nés ces fameux petits doudous? Alors, la première association, en fait, assez simplement, on a la chance en France d'avoir le statut de la loi 1901, qui est très simple à mettre en œuvre. C'est télécharger des statuts, 3 personnes, 2 même, et créer cette association. En fait, on l'a créée pour avoir des fonds pour acheter nos doudous.
ne voulait pas être sur un compte personnel, donc c'était un moyen de dématérialiser un peu les choses. Ma question, c'est pas comment est-ce qu'est née, c'est-à-dire de façon un peu administrative, l'association, mais c'est plutôt comment est-ce que vous est venue cette idée de fonder les petits doudous? En fait, c'est aussi un constat et une difficulté personnelle, c'est de se dire, moi les pleurs des enfants à l'hôpital, c'est pas possible, et soit je réagis, je fais quelque chose, soit je m'en vais, et ça a été ça. C'est pour ça, la simplicité du modèle associatif nous a permis d'oser et d'innover un nouveau modèle de soignants qui crée une association au sein d'un établissement public, ce qui n'était quand même pas une évidence. Et en embarquant 2 collègues, on a créé aussi simplement que ça l'association Les Petits Doudous. Après, le modèle économique de ce projet, c'était une autre affaire. Alors, on parlera du modèle économique dans un instant, mais d'abord l'objet de cette association, et ça se traduit par quoi de façon concrète? Eh bien, le constat, c'était ça, de se dire on n'a pas un doudou à donner à un enfant, et parfois, dans la panique, on l'oublie. Et quand on est personnel de santé et qu'on n'a pas ce petit doudou à donner, ça paraît tout bête, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est essentiel pour les enfants. Et c'était juste ça, d'offrir un doudou à un enfant qui passe au bloc opératoire. Voilà, de le récompenser, de prendre conscience de la difficulté du parcours et de trouver un moyen de lui offrir ce cadeau pour le récompenser. Et alors ça a démarré donc de façon assez simple, vous avez offert des petits doudous. Voilà, j'ai contacté un fabricant de doudous, et comme un appel un peu une bouteille à la mer, en disant aidez-nous, on n'a pas de doudou. Et c'est l'entreprise Moulin Rôti à côté de Nantes qui généreusement m'a offert un carton de doudou. Et c'est suite à ça, et au constat et à la réaction des enfants, on s'est dit il faut continuer. Parce que les enfants ont tout de suite très bien réagi. Voilà, il y a un petit garçon qui m'a dit tu me donnes ce doudou parce que j'ai été très fort. Et ça, c'est une vraie prise de conscience pour nous, de se dire oui, tu as été vraiment hyper fort. Et c'est vraiment, devant leur réaction, on s'est dit il faut continuer, on ne peut pas s'arrêter. Alors vous avez continué, donc vous avez développé des associations dans pas mal d'hôpitaux en France. Alors en fait, ce qui s'est vraiment passé pour la diffusion, parce qu'au début on a vraiment fait ça à Rennes, dans un coin, que ça ne se voit pas, et on s'est demandé aussi... Je vous parlais des difficultés, des pleurs des enfants qui viennent au bloc opératoire, mais donner un doudou, c'est à la fin de ce parcours-là. Et dans la dynamique un peu de l'association, on a imaginé tout le process de l'enfant de venir jusqu'au bloc opératoire, aussi de ses parents qui l'accompagnent. Et on avait imaginé un jeu de pistes très simple sur une feuille. Et dans ce monde numérique qui nous entoure, et bien ici en Mayenne, bien évidemment, c'était de mettre du numérique et de se dire une tablette qui va attirer l'enfant, ça va être un moyen de faire passer des messages et de peut-être d'agir et de diminuer son anxiété. Donc ça a été aussi... Donc vous êtes parti du doudou et vous êtes arrivé sur les tablettes. Et on est arrivé sur les tablettes. Et donc vous avez développé des tablettes que vous offrez aux enfants. Alors, ça se passe comment? Vous lui prêtez? Oui, c'était une problématique de l'association de se dire les tablettes c'est un autre budget, il va falloir chercher des fonds. Et puis le jeu qu'on imaginait, pensant naïvement qu'on allait le télécharger sur les stores, on ne l'a pas trouvé. Et donc ce jeu-là, où l'enfant est un héros à l'hôpital et fait un parcours de soins, on l'a créé en fait. Devant, ça nous est paru complètement incroyable de ne pas le trouver. On s'est dit, mais c'est pas grave. Donc dans la dynamique de l'association avec des soignants, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, nous, on s'est dit on va créer ce jeu vidéo. Comment justement le personnel des hôpitaux vous accueille et comment est-ce quel regard il porte sur vos initiatives? En fait, c'est de l'intérieur et c'est des équipes qui sont déjà en place. Tous les petits doudous sont des équipes médicales, paramédicales. Donc c'est vraiment de l'intrapreneuriat. Et c'est ces soignants-là qui se mobilisent. Donc finalement, c'est facile. Et effectivement, j'ai déjà eu cette question, mais comment vous rentrez dans les hôpitaux? Mais en fait, on y est. Moi, je travaille. Demain matin, je suis au bloc opératoire. Et donc, c'est notre quotidien. Donc, c'est assez facile. Et c'est aussi comme ça qu'on fait évoluer les projets. C'est qu'on en teste un, ça se passe bien. Est-ce que c'est adapté? Oui, non. On le fait évoluer. On fait des études scientifiques aussi, puisqu'on est dans des établissements de santé. On travaille avec des psychologues. Et c'est un moyen de faire tout le temps évoluer le projet en interne, en fait. Il y a combien d'enfants qui ont bénéficié de l'association?
Alors là, on est effectivement aussi aujourd'hui dans des mesures d'impact parce que la pertinence de notre projet, il passe par là. Et là, les chiffres commencent à donner le vertige puisque sur 68 associations, ça commence à faire du monde. Et là, on est à 120 000 enfants impactés par an sur le territoire par la prise en charge. Donc 120 000 enfants ont eu soit un doudou, ont bénéficié de votre jeu sur tablette, dans toute la France. Dans toute la France, oui. Et vos objectifs demain? Nos objectifs, c'est de continuer à encourager les soignants à s'engager, à créer des associations doudou, à tout faire pour que ça soit le plus facile possible pour eux. Et donc, parce que c'est pas simple de créer une association malgré tout, de tout faire pour que ça soit facile, pour justement avoir le plus d'impact possible auprès des enfants et évidemment aussi d'aider les parents et que ce parcours hospitalier soit une aventure plus qu'un traumatisme. Alors l'initiative est absolument remarquable. On est ici ce soir pour parler, on parle beaucoup d'innovation. Donc l'innovation, on la voit, on parle beaucoup d'économie. Il y a une question toute simple, vous êtes une association. Alors vous avez monté une SAS qui s'appelle SAS Doudou Développement. Comment est-ce que vous arrivez à vivre? C'est quoi votre modèle économique? Oui, c'est un très bon sujet, forcément comme on des donc vous avez 2 heures. Le modèle, allons-y. Le modèle économique, c'est évidemment le nerf de la guerre. Alors nous, on a aussi trouvé un moyen de financer les associations dans les poubelles des établissements, puisqu'on recycle des déchets hospitaliers. Il y a beaucoup de choses qui sont jetées et aujourd'hui, on n'a pas le choix pour... il faut évidemment agir éco-responsable et toutes les associations doudou sont des ferrailleurs hors pair. C'est qu'on a valorisé des fils de bistouri électriques qui étaient jetés, des lames d'intubation en inox et on a des vrais débats de ferrailleurs. Et on recycle de l'aluminium, donc tous les métaux qui n'étaient pas valorisés par l'établissement parce que c'est difficile, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas jeté par le personnel, donc il faut le récupérer, le sortir du circuit. Ce sont des gros volumes? Alors là, rien que cette année en 2019, on atteint sur toutes les associations 80 tonnes de déchets recyclés par les associations Petits Doudous. Ce qui représente donc un modèle économique pour financer les doudous. Chaque association recycle les déchets de son établissement et ça a fait accessoirement aussi faire des économies aux établissements de santé puisque une tonne recyclée, c'est des déchets en moins à traiter. Et donc là, on est à peu près à 80 000 € d'économie pour les établissements de santé sur la France. Donc c'est aussi une opération où les associations se financent et où les établissements gagnent de l'argent. Et donc aujourd'hui, votre association est derrière la SAS. Aujourd'hui, le système est suffisamment pérenne pour avoir un avenir assuré ou pas? Le recyclage fait une partie d'à peu près 60% des montants des associations. Après, il y a des dons et beaucoup d'actions solidaires un petit peu partout. Et ça, c'est vraiment très important et très intéressant pour les relations que ça crée et fait sortir les soignants de l'hôpital et rencontrer plein de personnes différentes. Et puis aussi des partenaires importants qui nous aident, qui réfléchissent avec nous et qui nous aident au financement, des prix aussi. On est lauréat de la Fondation La France s'engage, la Fondation François Hollande. Donc c'est aussi du support financier, technique. Et le but, c'est quand même d'être pérenne et de trouver un moyen pour se débrouiller tout seul. Et donc, ça a été la raison de la création de la SAS Doudou Développement, qui est une société qui a le label ESUS. C'est des nouveaux modèles aussi d'innovation sociale. C'est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Son capital est détenu par l'Association nationale des petits doudous. Et elle a comme mission de développer nos objets dérivés. Donc là, j'en profite, c'est bientôt Noël. Si vous avez des achats à faire, et en allant acheter nos doudous sur le site lespetitsdoudous.org, on participe à l'effort. Et j'en suis toujours à dire, si en vendant nos porte-clés, on arriverait à financer nos futurs projets, parce qu'évidemment on en a d'autres, eh bien ça serait vraiment d'avoir réussi à trouver un système autonome et des nouveaux modèles innovants. Une dernière question, vous êtes infirmière anesthésiste, vous êtes devenue chef d'entreprise, présidente d'association, vous arrivez encore à exercer votre métier ou pas? Oui, et c'est indispensable. Donc je suis aujourd'hui à 50% sur le projet des doudous et à 50% à l'hôpital, même si j'ai eu l'opportunité, puisqu'on m'a proposé un financement pour mon temps plein, et j'ai refusé. J'ai dit non, et on en parlait avec David de Mayenne, c'est aussi les pieds sur terre, et c'est la raison du projet. C'est de changer l'hôpital en interne,
Et si on s'en va, c'est très difficile de ne pas être en contact avec la réalité tous les jours. Donc il faut essayer de faire les deux, alors on y arrive. Alors vous parliez de David, on peut signaler effectivement que David s'occupe de l'association Les Petits Doudous à Mayenne. Voilà, à Mayenne. On peut vous applaudir parce que c'est absolument remarquable ce que vous avez fait pour soulager la souffrance de ces enfants qui malheureusement passent des séjours à l'hôpital. Alan, un mot, pourquoi ce choix? Ça s'est passé comment? Et en fait, je vais reciter une phrase de Christian Travier, le président de la Mayenne Technopole, qui, à propos de l'innovation, disait dans un article qu'on a publié d'ailleurs précédemment, innover, c'est identifier des possibles, c'est ouvrir des portes. Je trouve que c'est un exemple parfait, parce qu'en fait, elle vient répondre avec son association à une grosse problématique, et derrière se crée une révolution qui l'emmène aujourd'hui vers une société, un modèle économique, et puis également des développements sur le numérique. Vous ne l'avez pas trop expliqué, mais vous avez développé un jeu vidéo, et c'est peut-être une partie qu'on suivra dans votre aventure à vous, c'est ce développement numérique. Peut-être que ça se fera d'ailleurs avec des startups mayennaises. Et voilà ce qui a conduit au choix, c'est-à-dire c'est un exemple parfait de ce qu'une innovation apporte dans le quotidien et qui après devient un modèle économique parce qu'il rend service à la population. Et c'est bien sûr le rôle de West France de parler de ce genre d'initiative qui structure le territoire et qui... Voilà. En plus, cette empreinte sociale, on y est très sensible à Ouest France, on est très prompt à faire monter dans nos pages ces initiatives qui sont très belles et qui fonctionnent. Donc c'est notre rôle à West France aussi. Et c'est vrai que le numérique, avec ce jeu, on n'en a pas tellement parlé, mais ce jeu, le héros c'est toi, a fait l'objet d'études de médecins, de psychologues. Et très vite, on s'est rendu compte de la puissance d'un jeu vidéo, un serious game, sur la prise en charge de l'anxiété des enfants. Et là, on ne joue plus du tout. Et ce jeu-là, aujourd'hui, est une prescription médicale. On s'est rendu compte qu'il faisait mieux que des médicaments. Vous voulez dire que les médecins prescrivent votre sur jeu le comme un dossier de médicament. soins, c'est écrit pré-médication des enfants, le héros c'est toi. Donc ce jeu est devenu une prescription à la place de médicaments. Donc oui, le numérique est puissant. Bravo, absolument bravo. Merci à vous. Dans la catégorie Nouvelles Industries, un trophée donc qui est parrainé par BPI France. Et je vais demander à Laurent Vanistéric de la délégation Sarthe-Mayenne de bienvenue, Laurent. Alors, est-ce que le micro marche? C'est jamais? Oui. Marche. Oui. Laurent, en vous appelant pour préparer votre intervention, vous m'avez dit que ça faisait seulement 18 mois que vous étiez... 15 mois. 15 mois sur le territoire. Vous avez menti en plus. 15 mois sur le territoire, donc c'est presque un œil neuf. Vous avez exercé des responsabilités dans plusieurs autres régions en France. Quel regard est-ce que vous, justement, vous portez sur le territoire mayennais? Donc après 14 ans passés dans d'autres territoires, je suis venu ici en Sarthe-Mayenne. Et donc on m'avait dit en arrivant ici en Mayenne, tu verras, c'est une terre d'entrepreneurs. Donc depuis 12 mois, l'année dernière, j'étais sur cet extra à peu près au même moment. Et j'ai pu effectivement constater que la Mayenne, c'était une terre d'industrie. C'est pas pour rien que la French Fab, le tour de la French Fab est parti de Laval pour se finir le 10 octobre à l'hôtel Accor Arena à Paris en présence du président de la République. Parmi les 3 chefs d'entreprise qui étaient présents, il y avait un chef d'entreprise de la Mayenne que tout le monde connaît, c'est le président de Sodistra, Erwan. C'est dire si les couleurs de la Mayenne portent haut l'industrie, mais pas seulement l'industrie, puisque ici, sur ce territoire, se fait la rencontre entre la French Fab et la French Tech, et qu'il y a un écosystème extrêmement favorable pour le développement des entreprises innovantes, au sens large du terme, l'innovation pouvant se nicher dans les ETI, les PME, les industries, les startups. Et depuis 12-15 mois que
je suis sur le terrain. C'est vrai que le poids de la Mayenne sur la direction des Pays de la Loire pèse quand même, c'est un poids significatif dans les budgets des aides à l'innovation, et que je rappelle quand même que nos dotations dépendent à la fois de l'État et de la région. C'est quand même une mission de service public. Donc, et la Mayenne en profite largement. Donc la Mayenne, pour résumer votre intervention, elle a un écosystème très performant, oui, elle n'a rien efficace, envie aux autres et elle n'a rien territoires. envie aux autres, c'est ça? Tout à fait, oui. Parce qu'elle est trop modeste, la Mayenne? Pardon? Elle est trop modeste? Non, il faut le faire savoir. Donc, mais quand un chef d'entreprise mayennais s'adresse en présence du président de la République, devant 40 000 entrepreneurs de France, je pense que ça pèse lourd. Laurent Vanif, Thierry de BPI. On va passer donc à la liste des candidats de ce trophée. Alors, les candidats, trophée numéro 5, ils étaient 4, Chaplin, Enerfox, Uber Process et Neolix. Et donc, les nominés pour cette catégorie, donc Neolix, l'entreprise basée à Chartres-la-Forêt, a mis au point un procédé de fabrication unique au monde pour obtenir des limes dentaires très résistantes. Elle exporte dans le monde entier. Le deuxième nominé pour cette catégorie, c'est Uber Process, au départ spécialisé dans la remorque. Cette entreprise familiale a conçu un procédé de tamis multivitesse à lecture optique pour laver et trier, notamment la mâche. Et enfin, le troisième nominé, c'est Enerfox. En combinant le photovoltaïque et la création d'une box intelligente de gestion d'énergie, Enerfox propose aux exploitations agricoles une gestion dynamique de leur consommation d'électricité. Et le gagnant donc de ce trophée pour cette nouvelle industrie, les nominés Neolix, Uber Process et Enerfox. Et les nominés sont... Et le lauréat, pardon, est Live, la société Neolix. Madame Xavier ou à Charles Lepère, plutôt, son responsable qualité, de me rejoindre, puisque je crois que M. Roland va être présent. Bienvenue. Bravo. Alors, on va regarder quelques images de Neolix et puis on revient vers vous tout de suite après. Voilà. Lorsqu'une dent est cariée est assez sévère, le dentiste, pour préserver la dent, il doit réaliser un traitement endodontique, c'est-à-dire dépulper la dent. Les limes, elles permettent de dévitaliser la dent et de bien la dévitaliser. En endodontie, on n'a jamais réalisé d'instrument par électroérosion. C'est un procédé qu'on a développé et on est les seuls au monde à réaliser ce procédé. Ce qu'il a de révolutionnaire pour nous, c'est qu'il permet de travailler dans l'eau. L'avantage de ce procédé dans l'eau, c'est de ne pas contaminer, de ne pas polluer le produit lors de sa fabrication. On n'a pas d'huile, contrairement à des procédés plus traditionnels de meulage. Et donc, on n'a pas de phase de nettoyage et de risque. L'innovation, elle est dans le fait que la lime, elle va tenir plus longtemps, elle va être plus résistante et elle va pouvoir aller sur des courbures qui sont plus sévères, plus marquées dans le canal de la dent. C'est une véritable amélioration sur le produit. Là où historiquement, en fait, la crainte tout simplement du dentiste, c'est de voir son instrument se casser dans le canal pendant le traitement. Neolix. Je ne vais pas vous poser trop de questions. Hein. Si. Pour résumer, pour qu'on comprenne bien, en quoi c'est révolutionnaire ce que vous avez développé en matière d'innovation par rapport à ce qui existait avant sur le marché? Alors, je dirais que la première chose, c'est le procédé qui a mis 5 ans de développement et de R&D pour pouvoir usiner ce type d'instrument en fait sur l'électroérosion au fil. L'électroérosion au fil.
Donc c'est un procédé d'usinage qui existe, mais qui traditionnellement pour ce type d'instrument n'est pas appliqué du tout. Et puisqu'on utilise du meulage, c'est de l'usinage dans l'huile, enfin quelque chose qui, pour le travail des métaux, qui est classique. Donc nous, on travaille dans l'eau, on a un procédé propre qui nous permet d'éviter d'avoir effectivement toutes les contaminations, les pollutions que peut générer l'huile, en fait, comme pour la coupe. Et ça nous apporte aussi moins de traitement derrière. C'est des dispositifs médicaux, on s'adresse à des patients, on doit avoir des instruments qui doivent être irréprochables, donc ça participe à la propreté et à la maîtrise en fait de notre procédé de fabrication. Comment votre produit est accueilli par les professionnels? Il est bien accueilli à partir du moment où ils le découvrent et ils se rendent compte de sa fiabilité. En fait, on sécurise le dentiste. On parlait de casse de l'instrument. En fait, c'est la crainte du dentiste de casser l'instrument. C'est-à-dire comme c'est un instrument assez fin, on est à quelques dixièmes de millimètre, donc on est dans un canal, le dentiste travaille avec précaution, mais c'est du métal, il y a toujours un risque, il y a quelque chose qui casse, et je dirais que c'est la crainte du dentiste d'être dans ce type de situation. Et nos instruments, eux, comme ils ont une souplesse, une robustesse supérieure à ce qu'on a pu développer jusqu'à présent sur le marché, ils permettent d'apporter vraiment plus de garanties aux dentistes. Votre marché, évidemment, ce sont les dentistes. Oui. C'est sur toute la France Alors un petit peu la France, et puis on se développe beaucoup au niveau international. C'est quoi justement les objectifs en 2 mots de Neolix? Alors les objectifs aujourd'hui, c'est de continuer son développement. Les dispositifs sont sur le marché depuis 5 ans, donc maintenant ils ont fait leurs preuves. On veut continuer à se développer dessus. Et puis, comme notre procédé nous permet d'innover par la forme, par la technique, aussi peut-être de développer de nouveaux produits, toujours peut-être dans le domaine de l'endodontie, puis pourquoi pas aller chercher d'autres secteurs d'activité également. Bravo encore à vous. Merci de vous applaudir. On peut applaudir Neolix. Et on va espérer que le pays à vous. Pour rappeler que Neolix, c'est vraiment le type d'accompagnement dans la durée, puisque ça fait 10 ans que Neolix existe, et on l'a accompagné du démarrage et dans toutes les phases de développement de l'entreprise, donc la R&D, mais la phase d'industrialisation, commercialisation. Donc Neolix illustre parfaitement ce qu'on appelle le continuum de financement dans la durée. Merci beaucoup de cette réaction, Laurent. Bravo à Charles Leclerc, responsable de qualité chez Neolix. Voilà, on va passer à la remise du trophée. C'est au dernier trophée, le trophée du public. Trophée parrainé par le groupe Actual. Et je vais donc demander à son PDG de venir me rejoindre. Merci d'accueillir et d'applaudir Samuel Tual pour la remise du prix du public. Bienvenue Samuel. Alors, on va remettre dans un instant le trophée avec un vote du public. Trophée parmi 43 dossiers, on les recitera. Avant de passer à ce prix, on va peut-être quand même dire quelques mots sur l'économie et puis sur le groupe Actual. Actual, d'ailleurs, on n'appelle plus le groupe Actual, on dit Actual Leader, puisqu'il y a eu un rapprochement avec ce qui était avant un concurrent, qui est aujourd'hui, qui fait partie de l'entité, et qui vous a permis, je regardais les chiffres, de grossir considérablement, puisque vous êtes passé, je crois, de 900 collaborateurs à plus de 1600 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça? Oui, on a doublé de taille avec cette opération. Mais bon, c'est pas exceptionnel, ce sont des opérations qui se font assez régulièrement, à partir du moment où le marché nécessite de se concentrer, et puis il y avait besoin de se renforcer, parce que la conjoncture économique commence à être un peu plus difficile en 2019 qu'en 2018. Et pourtant, on n'a jamais autant recherché de collaborateurs qu'aujourd'hui. Effectivement, il y a toujours un chômage important, un chômage de masse, même si effectivement il a légèrement baissé cette année. Et les entreprises recherchent beaucoup de compétences, parce qu'il y a une pyramide des âges qui nécessite de remplacer beaucoup de monde. Et le paradoxe français, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'emplois non pourvus, malgré le chômage de masse. Donc ce qui fait que des opérateurs comme nous avons beaucoup de travail pour essayer d'intermédier et trouver les bonnes ressources. Une réaction, Samuel, par rapport à ce que vous avez vu et entendu ce soir, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, c'est
c'est un vrai plaisir que de voir toutes ces initiatives, toutes ces entreprises qui osent, qui bougent, parce qu'en fait, ça a été dit à plusieurs reprises, je crois qu'on n'a pas le choix, c'est pas vraiment une option que d'innover, c'est une vraie nécessité. Et si on veut en permanence essayer de répondre pour partie aux besoins, mais souvent, on l'a vu ce soir, c'est aussi des offres, c'est la politique de l'offre, c'est d'aller chercher par l'innovation quelque chose d'original pour essayer de rencontrer sa clientèle, son public. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que souvent, ce sont des innovations qui en réalité font progresser, enfin sont utiles pour l'homme. Et ce qui est très nouveau, non seulement ça donne du confort ou c'est utile pour les individus, quand je dis hommes, c'est bien sûr les hommes et les femmes, mais aussi c'est attentif au contexte de l'environnement. C'est-à-dire que c'est utile pour l'homme en étant sensible à essayer de ne pas altérer la nature. Et je trouve que tout ça, ça mérite d'être salué. Dans un territoire, ce qui m'a marqué aussi, et ça a été dit par tous les intervenants, c'est qu'effectivement, la Mayenne est un peu particulière, il y a un petit écosystème particulier qui, si le terreau est aussi fertile, c'est effectivement incontestablement, sûrement par la typologie d'entreprise, des entrepreneurs, ou des hommes et des femmes qui entreprennent, mais effectivement le rôle que jouent les politiques sur le territoire en facilitant le développement économique. Vous êtes le nouveau patron du MEDEF dans la région des Pays de Loire. C'est quoi votre feuille de route? Je suis le porte-parole des entreprises des Pays de la Loire et ça consiste tout simplement à faire de la pédagogie pour, en dehors des Pays de la Loire, rappeler que les Pays de la Loire c'est aussi un territoire, une région qui a de nombreux atouts. Et dans les Pays de la Loire, effectivement, il y a des territoires exceptionnels. Et la Mayenne fait partie, évidemment, des territoires des plus performants. Et donc, moi, la mission consiste à défendre l'entreprise et de montrer combien il ne peut pas y avoir d'avenir d'un territoire si à un moment donné, on ne concilie pas activité économique et la vie qui va avec. Donc, c'est vivre et travailler dans les territoires. Et donc c'est en ça qu'il y a une grande complémentarité entre les projets portés par les acteurs économiques et le rôle des politiques qui doivent faciliter et me permettre de vivre à côté, le logement, les infrastructures, la mobilité, etc. La santé, bien sûr. On va passer au prix. Oui. Hein? Par contre, je suis seul à ne pas connaître le lauréat parce que je crois que les prédécesseurs connaissaient tous leur lauréat, alors que moi je ne connais pas du tout celui à qui j'aurais le prix. C'est un petit piège. C'est un petit piège. Allez, les nominés pour le prix du public, 6e et dernier trophée pour cette 3e édition de la Mayenne Innove. On va les citer. Le numéro 1, Artify. Le 2, Maï Le Cool. Je ne sais pas si je le prononce bien. Boumi. Le numéro 3, c'est Oh My Cat. Le 4, c'est la société Hermo. Le 5, PB Assure. Le 6, Daniel Moquet. Le 7, les Serres au comptoir. Le 8, Cabaret le Live. Le 9, LM Fleur. Le 10, Agrologique. Le 11, Ecologia. Le 12, Equa Cacao. Le 13, Neolix. Le 14, Uber Process. Et enfin, le 15 et dernier nominé de ce trophée, c'est la société Enerfox. Et vous donnez donc le numéro que vous souhaitez voir lauréat au 06 44 64 47 00. Et depuis longtemps, vous sponsorisez la voile, et là, vous sponsorisez un ultime qui fait... Non, on vote en silence. On vote en silence. Et donc, où est-ce qu'il en est, le ultime, qui est skippé par Yves Le Blévec et qui fait la course Brest-Atlantique. Brest-Atlantique, voilà. Eh bien, écoutez, la course se passe plutôt bien parce que nous sommes depuis ce matin deuxième de cette course. Il a passé Capton et donc il est sur le chemin du retour. Et évidemment, le bateau, la voile, c'est le moyen
de porter les valeurs de l'entreprise. Et puis aussi, c'est un concentré d'innovation. Et c'est effectivement très en lien avec la thématique de ce soir, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'évolution des performances des bateaux à la course au large. C'est absolument phénoménal. On a fait des bonds en avant considérables. Ils vont de plus en plus vite, les vitesses moyennes sont de plus en plus rapides. Et puis, il faut toujours concilier vitesse et fiabilité. C'est tout l'enjeu pour que, évidemment, on puisse aller au bout. Et justement, ce qui est amusant, c'est qu'on a un bateau qui, de fait, est un petit peu moins performant que les tout nouveaux qui vont plus vite, et qui, de fait, plus fiable. Mais il est quand même deuxième. Et donc, pour le moment, nous sommes deuxième, mais la course n'est pas finie. La course n'est pas finie, et voilà. Et d'ailleurs, on croise les doigts pour on est sur un territoire on n'est pas la seule entreprise mayonnaise à faire du bateau. Il y a eu l'initiative avec VNB qui a fait la Transat Jacques Vabre, ce qui laisse penser effectivement que la Mayenne prend le large. Que la Mayenne est un grand département maritime. C'est bien connu. Alors, on va passer donc au résultat. Je vais demander à Alan de venir me rejoindre, parce que Alan doit... faut que j'attende un petit peu. Alors, combien de temps? Oui, ça mouline, oui, je sais, oui. Nous aussi, on mouline ici. Hein. Bon. Alors, voilà, le prix du public, c'est les serres au comptoir. Donc, je vais demander à sa représentante, Anne Gendrin, de venir sur scène pour parler, pour recevoir évidemment ce trophée. Et oui, c'est vous. Bravo. Bravo, une petite... oui. Alors, complètement en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est typiquement une innovation qui est basée sur l'offre. Je ne suis pas sûr qu'il y avait spécialement une demande sur ça, mais le fait de faire l'offre, vous allez rencontrer votre public et vos clients. Et puis là, on est sur le service rendu avec une notion de durable, avec une démarche qui sert l'économie et les circuits courts locaux. Donc on est sur des vents très porteurs de ce qu'il y a tendance de faire, mais c'est évidemment très utile pour les hommes et les femmes que vous rencontrez, et pour la nature aussi, de fait. Il faudra l'aider à aller se développer, à ouvrir d'autres serres au comptoir. Une petite réaction? Oui, je voulais dire qu'au-delà de trouver le compromis entre les producteurs et les consommateurs, je me rends compte que ça répond à plein de problématiques du service d'utilité publique, de proximité dans les petites communes, de remettre du lien, on parle beaucoup d'anti-gaspi et d'autres... Et du soutien à notre agriculture. Voilà, donc ça répond à... C'est assez complet. Et des consommateurs qui peuvent trouver des produits sains et bons. Voilà, le bien manger, absolument. Voilà, bravo encore, prix du public 2019. Trophée de la Mayenne pour les serres au comptoir. Bravo, une photo. Voilà, ici. Une petite réaction par rapport à cette soirée. Un mot de conclusion. Il y a quelques semaines, le département a fait une opération de communication dans le métro. Le slogan, c'était « Les Mayennais sont remarquables ». Eh bien, bravo aux Mayennais, parce que les Mayennais sont remarquables, on en a la démonstration. Noël, un mot de conclusion également. Vous avez passé une bonne soirée, j'imagine? Oui, très bien, très bonne soirée. Les Mayennais sont remarquables, je confirme. C'est très beau de voir tout ça. C'est de l'humain, c'est du développement durable aussi, c'est des belles entreprises, c'est de l'innovation, donc c'est vraiment remarquable. Et bien sûr, on va retrouver tout ça dans les pages de Ouest France et sur le site Alan. Ah oui, dès ce soir, on donne les résultats sur notre site internet, sur Ouest France Entreprise, et puis demain dans le journal. Et puis samedi, on aura un autre petit développement en page région, Pays de la Loire, et nous allons demander aux lauréats, on va les revoir, on va publier des sujets un peu plus développés, parce qu'on les a tous
et tous se présenter dans notre supplément. Tous les candidats étaient là, mais on va retourner voir les entreprises ensuite et on va suivre. On en prend l'engagement. Pour chacune des entreprises qui ont déposé un dossier, on va suivre leur évolution parce que ça fait partie aussi du jeu pour Ouest France, de suivre l'évolution de leurs entreprises. Et c'est tout à fait votre rôle. On va remercier bien sûr les partenaires. On va les remercier à nouveau, on peut les applaudir. On va remercier aussi les équipes. Alors, les équipes d'Additive Recom, la BU notamment, Services et collectivités d'Ouest France, emmenées par Franck Devaux. On va remercier les équipes d'Apiprod, bien sûr les équipes techniques également de la salle des Ondines ici à Changé. On va remercier Ouest France Entreprises, bien sûr vous tous, le public. Vous êtes très nombreux d'ailleurs, vous êtes beaucoup plus nombreux que l'année dernière, j'ai l'impression. Et on va maintenant vous inviter à un cocktail et on l'espère, rendez-vous l'année prochaine pour une quatrième édition. Encore bravo à tous. J'ai demandé à tous les lauréats et à tous les partenaires de venir sur scène pour une photo de famille. Merci donc aux lauréats de venir. Et venez avec votre trophée, ça sera plus sympa. Et également les partenaires, ceux qui ont remis les différents prix. Voilà, Samuel. Voilà, je vous en prie, montez. Patrice. Voilà.